Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Un demi-million de marcheurs ont manifesté pour signifier leur inquiétude au sujet des changements climatiques et demander aux décideurs d'agir. Près de 500 000 personnes sont donc descendues dans les rues de Montréal le 27 septembre dernier. Il y a eu d'autres manifestations dans le reste de la province, dans d'autres villes. Et donc, de très nombreux Québécois ont marché pour la planète. Au Québec, justement, de nombreuses villes et des États ont même déclaré l'urgence climatique. La province serait-elle distincte lorsqu'on parle des enjeux liés au climat? Des chercheurs le pensent. Une récente carte électorale climatique réalisée par des chercheurs de l'Université de Montréal en collaboration avec des collègues d'universités américaines montre que oui, le Québec se démarque du Canada. Les Québécois interrogés attribuent le réchauffement surtout ou en partie à l'activité humaine, à 67% au Québec contre 60% pour le reste du Canada et 42% en Alberta. Ils appuient les Québécois plus fortement le marché du carbone, 65% au Québec donc, contre 58% au Canada. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y lire que les discours des chefs des grands partis reflètent assez bien l'opinion des électeurs de leur circonscription. Pourtant, parler de sensibilisation au changement climatique peut être vu comme de la publicité électorale, notait le Parti populaire de Maxime Bernier. Cette disposition d'Élections Canada devrait être révisée pour que les candidats puissent parler de toutes les questions environnementales qui touchent l'ensemble des concitoyens canadiens et le climat en tête. Cette semaine, à Je vote pour la science, nous vous parlons des élections fédérales et de la place qu'occupent les changements climatiques dans les débats. Restez avec nous. La science n'est pas un enjeu électoral gagnant, mais l'environnement tire relativement bien son jeu lors de la campagne fédérale qui s'achève avec la marche pour le climat fin septembre et les récents rapports scientifiques sur l'état de notre planète. Nous nous posons la question à Je vote pour la science, est-ce que les enjeux liés au climat chauffent assez les débats et la politique fédérale? Pour en parler, je suis en compagnie de Jennifer Garrard. Elle est agente scientifique et chercheuse chez Future Heart et coordinatrice du projet Future Co-Lab. Elle va nous expliquer ce que c'est. C'est un réseau d'experts mondiaux qui communiquent via une plateforme de collaboration, je pense. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi d'Alain Webster. Lui, il est professeur titulaire au département d'économique de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Il est économiste de l'environnement. Il est l'un des cofondateurs de la revue Climatoscope qui vient de sortir. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous les deux, bienvenue. La campagne électorale fédérale est dans son dernier droit. Les questions environnementales figurent en bonne place au cœur du débat, mais pas autant que l'économie ou les questions d'identité, évidemment. Mais a-t-on assez parlé de climat? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, Madame Garrard. Donc, à mon avis, le changement climatique, c'est une excuse-moi. La sphère politique devrait agir de plus en plus pour lutter contre les changements climatiques pour deux raisons qui sont très liées aux descriptions du problème. Donc, premier, quand on pense au changement climatique, on peut penser à ça comme un problème systémique. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui contribuent, en comptant le système économique, les systèmes de transport, les systèmes alimentaires et même le système de commerce mondial. Donc, le sphère politique, c'est très important de trouver des solutions systémiques qui passent à travers des disciplines scientifiques et dans tous les secteurs de société. Donc, pour vraiment adresser les systèmes distincts qui font partie de la problème, il faut avoir l'intervention gouvernementale pour afin de trouver des solutions. Oui, Jennifer, avez-vous écouté les débats des chefs? J'ai lu un résumé des débats de chefs. Avez-vous trouvé qu'ils en parlaient assez du climat? Certainement, ils répondaient aux questions, mais à mon avis, ils n'en font pas assez pour vraiment aller plus en profondeur. Donc, un des problèmes que moi je vois, c'est que ils parlent pas vraiment de... Ils ont des plans ambitieux, mais il y a
on ne parle pas assez de qu'est-ce qui est vraiment faisable. Donc, je pense que ce qu'on a vu sur le prix de carbone qu'on a mis à effet l'an passé, c'est qu'il y avait beaucoup de tension entre les gouvernements fédéraux et provinciaux. Et je pense que moi, j'aimerais plus voir les chefs dans les débats et aussi dans leur plateforme politique d'avoir plus de détails de comment ça va marcher les plans. Oui, ce qu'on veut, c'est des actions concrètes. Professeur Webster, de votre côté, est-ce qu'ils ont parlé assez de climat et de la bonne manière? Ben évidemment non. Pour une raison relativement simple, nos économies ont été fondées depuis 200 ans sur l'utilisation abondante d'énergie fossile disponible en très grande quantité et à un prix relativement faible. Et qu'est-ce que la science nous dit présentement? Nous dit que ce monde-là est terminé. C'est où nous réussissons dans un délai d'environ 3 décennies, d'ici 2050, à décarboniser nos économies pour éviter que la température augmente à plus de 1,5 degrés Celsius, ou on ne réussit pas, on continue la même trajectoire en matière d'énergie fossile et nous vivrons dans un monde à un climat qui nous est inconnu. Donc, c'est probablement l'un des défis les plus importants depuis peut-être l'histoire de l'humanité que les sociétés ont à faire, inventer finalement en 3 décennies un nouveau modèle de développement économique fondé sur l'énergie renouvelable. Et c'est clair que les débats qu'on observe ne sont clairement pas à la hauteur de l'ampleur du défi. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste quand même que pour la première fois, cet enjeu est présent de façon très significatif dans l'ensemble du débat électoral. C'est pas ce qu'on appelle la question de l'urne, évidemment, mais tous les partis se sont positionnés et on voit très clairement un clivage entre 2 catégories. L'une des belles façons d'illustrer ça, c'est de regarder le sondage qui a été fait par les ONG environnementaux à l'échelle canadienne et québécoise, où on a posé une série de questions à ces partis politiques, dont la plus importante, évidemment, est de savoir s'ils allaient introduire par voie législative un plan pour permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour éviter que la température augmente à plus de 1,5 degré. Donc, autrement dit, atteindre une neutralité carbone en 2050. Le Parti libéral a répondu oui, le Bloc québécois a répondu oui, le NPD a répondu oui, le Parti vert a répondu oui, évidemment. Et le Parti conservateur a répondu non. Et puis, en ce qui concerne le parti de Maxime Bernier, c'est préférable de ne pas en parler. Donc, dans cette stratégie, on voit très bien cette espèce de clivage où les 4 premiers partis ont cherché à intégrer au moins ces orientations dans leur plateforme, alors que le Parti conservateur n'a clairement pas réussi à intégrer cette dimension dans sa vision proposée. Et vous avez fait référence tantôt à ce volet de taxation carbone à l'échelle provinciale. On voit bien ce clivage idéologique. Là, au-delà des objectifs, il y a aussi les instruments. Et on voit très bien l'opposition systématique du Parti conservateur, tant à l'échelle fédérale qu'à l'échelle de chacune des provinces, visant à s'opposer à une stratégie de tarification du carbone qui est la base de toute intervention politique dans le domaine des changements climatiques, d'après moi. Oui, justement. Donc, on en parle pas assez, mais quand même plus que d'habitude. Et puis, on aura l'occasion d'en parler encore, évidemment, dans les prochaines années. Ça ne va pas se régler uniquement dans le débat électoral. Oui, puis même dans les prochaines minutes. Justement, j'aimerais explorer avec vous quel parti promet quoi. Vous avez regardé un petit peu les plateformes. Le Parti libéral a promis que le pays dépasserait l'objectif actuel de réduire d'ici 2030 les émissions de GES de 30% par rapport au niveau de 2005, ce que promet aussi le Parti conservateur. Donc, les conservateurs encourageaient, eux, l'exportation de technologies de réduction des GES conçues au Canada, notamment en mettant en place l'image de marque éco-canadien. Mais évidemment, c'est le nouveau Parti démocratique qui promet d'allouer le plus à cette lutte avec 15 milliards de dollars, la rénovation d'immeubles, de subventions destinées aux véhicules zéro émission, tout comme le Parti vert aussi qui fait des belles promesses. Par contre, le Parti populaire de Maxime Bernier fait machine arrière et promet même de se retirer de l'accord de Paris. Donc pour vous, qu'est-ce qui est le plus remarquable ou le moins remarquable dans ces promesses des partis, Madame Garrard? À mon avis, le plus remarquable, c'est vraiment que
qu'il y a maintenant une attente que tout le monde en parle, même si le parti, par exemple, de Maxime Bernier est contre toutes les subventions que tu avais mentionnées. Il en parle quand même. C'est un sujet... un petit peu. Oui, exactement. Ça commence vraiment à être un sujet normalisé dans les dialogues politiques. Mais pour moi, comme que j'avais dit, c'est vraiment le manque de détails qui me dérange à date. Je pense que j'ai lu un article écrit par Katherine Hayhoe et Andrew Leach, donc une climatologue et un économiste assez bien connu. Et ce qu'il disait, c'est que le Parti libéral, il se focus beaucoup sur les détails, mais ils ont plus l'expérience à être chef de parti en charge. Mais les partis qui ont des plans plus ambitieux, le NDP, le Parti vert, n'en parlent moins des détails. Mais à mon avis, le fait simple qu'ils n'ont pas encore l'expérience de gérer un pays à l'entier, ça veut pas dire qu'on doit pas leur écouter, leur donner une chance. Mais c'est important qu'on a plus de détails sur la mise en place des plans sur le climat et aussi des mises en place à travers l'économie plus large. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le ministre de la Santé? Qu'est-ce que ça veut dire pour d'autres secteurs de gouvernement? Non seulement le ministre de l'Environnement. Donc, à mon avis, j'aimerais plus voir une discussion d'environnement, pas seulement sur l'environnement, mais vraiment dans le contexte de toutes les autres ministères aussi. Exactement. Professeur Webster, c'est quoi pour vous le plus remarquable ou le moins remarquable dans les promesses des partis? Je pense que un des éléments fondamentaux, lorsqu'on a réglé la question de l'objectif, c'est un peu ce que je viens de vous dire tantôt, 4 partis politiques sont pour et un seul parti politique est contre l'idée de chercher à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour 2050. Je pense que l'élément le plus important et le plus, d'après moi, fondamental, c'est cette position justement sur le volet tarification du carbone. Quand on rentre dans le type d'instrument, il y a quelque chose de quand même, comment je dirais ça, presque courageux de la part des libéraux d'avoir remis ce dossier-là sur l'échiquier politique après l'échec retentissant qu'ils ont eu avec Stéphane Dion il y a une décennie lorsqu'ils ont tenté d'introduire cette mesure. Quand on regarde ce qu'on observe comme importance stratégique de ce positionnement en matière de tarification du carbone. Vous avez à la fois unanimité au niveau du Fonds mondial, au niveau de l'OCDE, au niveau de l'ONU, même l'Organisation mondiale de la santé nous disent pour arriver à lutter contre les changements climatiques, il faut tarifer le carbone, mettre un prix sur cette pollution-là. Donc ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et de fondamental. Ce que je reproche le plus aux conservateurs, c'est ce que je qualifierais cette ligne de parti idéologique, là, de se dire je m'oppose à, alors que le vrai débat devrait être comment on tarifie ce carbone et en même temps, quel type de mesures on met en place pour que cette tarification du carbone se fasse de la façon la plus juste et la plus équitable possible pour éviter d'accentuer les inégalités sociales, quel type de transfert on doit faire, comment on doit s'assurer de prendre en compte les personnes à plus faible revenu. Ça devrait être ça, le véritable enjeu politique autour d'un instrument fondamental comme la mise en place du prix carbone. Après ça, évidemment, il y a autre chose. Ce n'est pas que la question de la tarification du carbone. Il y a tout le financement du volet transport en commun. Il y a la volonté d'intervenir. Autrement dit, ce qu'il faut aller chercher dans ces partis politiques, c'est essayer de voir quelle est leur orientation de fond. Parce que vous avez bien raison de le souligner tantôt, là, on ne voit pas les plateformes au détail. Là. Il n'y a aucun parti qui nous a dit « je tourne l'ensemble de ma stratégie, de ma vision globale autour d'une question qui est les changements climatiques. Et on le voit bien avec le Parti vert qui est fondé autour de cette thématique environnementale où on dit constamment à sa chef, oui, mais au-delà du volet environnement, que voulez-vous faire sur les autres dossiers? Donc, je pense que les citoyens non plus sont pas prêts à ce type de plateforme qui tourne autour de façon spécifique de ces questions d'environnement et de changement climatique. Et les partis politiques sont plus
dans une stratégie de mesures très spécifiques qui vont chercher une clientèle très particulière. D'où l'idée d'investir dans le volet transport en commun, dans le volet technologie. Et ça, les mesures se ressemblent de façon relativement entre chacun de ces partis politiques. On observe des mesures qui sont passablement les mêmes, le même type d'orientation, du moins pour les partis qui ont envie d'intervenir. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. J'aimerais qu'on parle un petit peu de comment se positionne le Québec. Une récente carte électorale climatique réalisée par des chercheurs de l'Université de Montréal montre que le Québec se démarque au Canada. Les Québécois penchent plus en faveur de la lutte au climat que leurs concitoyens des autres provinces. Le Québec serait-il distinct lorsqu'on parle des enjeux liés au climat? Madame Garrard? Donc, à mon avis, le Québec a déjà une histoire beaucoup plus sociale, environnementale, sociale que les autres provinces. C'est sûr que c'est une province très distincte du reste du Canada. Je pense aussi, juste à parler avec des collègues, avec des amis, avec de la famille, il y a beaucoup plus de vouloir de changer notre manière de vie ici au Québec, je pense, quand on compare au reste du Canada. C'est pas à dire qu'il n'y a pas du monde dans le reste du pays qui sont très, très intéressés, qui font beaucoup de choses dans leur vie personnelle et aussi qui sont très actifs dans la sphère politique. Mais ici au Québec, il y a une valeur différente un petit peu dans cette direction. C'est important parce que on ne réglera pas cette question dans une espèce de lutte partisane. Votez pour moi, je suis le meilleur. Ne votez pas pour lui parce qu'il est moins bon. Ça suppose dans une espèce de cohérence de l'action de l'État pour se dire voici ce qu'on essaie de faire. Et comme on parle du volet Québec, il y a quelque chose quand même d'exceptionnel qu'on a réussi à faire ici en matière de lutte au changement climatique. Lorsqu'on regarde les objectifs du gouvernement du Québec, lorsqu'on regarde en particulier la mise en place de ce marché du carbone depuis quelques années, ça a été commencé, mis en place officiellement sous le gouvernement de Jean Charest. Ça a été adopté ensuite légalement sous le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois. Ça a été mis en œuvre ensuite par le Parti libéral de M. Couillard. Et puis M. Legault de la CAQ poursuit à peu près la même stratégie. Chacun amène évidemment une coloration, une approche particulière, mais fondamentalement, les lignes directrices en matière d'objectifs, en matière d'instruments, en matière d'orientation globale sont relativement les mêmes. Moi, j'appelle ça la cohérence de l'État. Et ça, c'est fondamental. Parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, on a parlé tantôt d'Andrew Leach, qui est de l'Université de l'Alberta. On l'a bien vu en Alberta, tout comme en Ontario, le changement de parti politique dans ces deux provinces a amené l'abolition complète de l'ensemble de la lutte au changement climatique lorsqu'un gouvernement conservateur a remplacé un gouvernement du NPD en Alberta ou libéral en Ontario. On a observé la même chose, évidemment, aux États-Unis avec l'arrivée de Trump qui, mois après mois, s'amuse à défaire ce qu'Obama avait commencer à construire en matière de lutte au changement climatique. La même chose en Australie. Ça, c'est catastrophique quand on n'est pas capable de mettre en place des mesures qui transcendent les partis politiques. Parce qu'il faut essayer d'amener une orientation à moyen et long terme de l'ensemble de ce virage. Et ça va nettement au-delà d'un cycle électoral de 4 ans. Donc, je pense qu'au Québec, on a réussi quelque chose d'exceptionnel en matière de cohérence. Ça reflète, je pense, l'importance que la population du Québec accorde à ces enjeux. Et puis, en même temps, c'est facile parce qu'on n'exploite pas beaucoup de pétrole ici. Donc, c'est plus compliqué lorsque votre économie est tributaire de cette ressource, comme dans l'Ouest canadien. Mais on observe aussi un même élément important, une même orientation de fond en Colombie-Britannique, par exemple, là où depuis des années, on a mis en place un ensemble d'instruments importants en matière de lutte au carbone qui donnent des résultats importants. Je pense que c'est probablement les deux provinces qui sont les plus à l'avant-scène à l'échelle canadienne dans ce type de stratégie et vont probablement tirer l'ensemble des autres provinces vers le haut, du moins c'est ce qu'on espère, parce que oui, ce qu'on a fait au Canada... Exactement, c'est un peu comme à l'échelle mondiale, hein, des provinces qui sont très progressistes dans ce domaine et d'autres qui sont sur le
troisième plus grand gisement de pétrole de l'histoire de l'humanité et qui, effectivement, ont tendance à vouloir abondamment utiliser cette ressource pour maximiser leur développement. Donc, on observe le même phénomène à l'échelle mondiale. On voit ça à l'échelle canadienne, des orientations très, très différentes, mais au-delà de ces lignes de parti, ce qu'il faut tenter de faire, c'est cette espèce de virage visant cette décarbonisation de nos sociétés. Professeur Webster, c'est un peu ce que vous faites, vous, avec votre nouvelle revue Climatoscope, de diffuser cette information entre chercheurs, de diffuser auprès du grand public, mais entre chercheurs aussi, c'est ça? Alors, l'idée, c'est avec deux de mes collègues en sciences politiques et un de mes collègues en biologie, de se dire qu'il fallait chercher à diffuser davantage l'ensemble de ces connaissances scientifiques, sortir un peu du réseau scientifique classique pour amener ça dans l'ensemble de la population en général, d'où le lancement de cette revue qu'on a fait il y a une dizaine de jours, le Climatoscope, qui est disponible sur notre site Internet gratuitement. Donc, je vous encourage tous à aller y jeter un coup d'œil. On parle d'un ensemble d'enjeux à la fois en matière de santé, en matière d'économie, en matière, bien sûr, de technologie. Parce qu'un élément qui est fondamental en matière de lutte au changement climatique, c'est que ce n'est probablement plus une question technologique maintenant. On sait qu'on est capable de produire en matière d'énergie renouvelable à des coûts qui sont extrêmement faibles. Donc, il y a quelques années, on espérait ce type de transition technologique en se disant un jour, on sera capable de produire du renouvelable, un jour, on sera capable d'avoir des véhicules électriques, un jour, on sera... Maintenant, on peut démontrer relativement bien que ces stratégies maintenant sont disponibles et que ce virage est compliqué à faire socialement et économiquement, mais que ce n'est plus maintenant une question technologique. Il y aura des progrès à faire encore importants en matière de biocarburants, en matière de stockage d'énergie renouvelable, mais on a progressé énormément depuis quelques décennies dans ce domaine, et puis ça nous permet de se dire qu'une société décarbonisée est non seulement possible, mais aussi faisable, en plus d'être souhaitable, bien sûr. Oui. Et sur le volet marché du carbone, j'ai bien aimé ce que tu expliquais, Jennifer, dans cette espèce de collaboration entre ces marchés. Alors, en 15 secondes, là, cette idée des marchés du carbone, d'abord, c'est une invention canadienne des années 60, appliquée à grande échelle pour la première fois aux États-Unis pour la gestion des pluies acides. Ensuite, les Européens ont réutilisé ce système pour mettre en place le premier marché à l'échelle communautaire en matière de lutte au changement climatique avec des gains importants, mais aussi des contraintes, notamment associées au prix de ces droits d'émission. Parce que l'idée d'un marché comme ça est de se dire on va d'abord plafonner les émissions, fixer un niveau maximal acceptable pour une région en matière d'émissions de gaz à effet de serre et permettre aux entreprises d'échanger entre eux les droits d'émission parce que ce qui va nous intéresser, c'est les émissions globales et non pas les émissions de chacune des entreprises. Mais on s'est rendu compte qu'on gérait mal la question. On a parlé du prix plafond, mais l'une des contraintes majeures en l'Union européenne, ça a été le prix plancher. Avec une récession, le prix de ce permis s'est effondré littéralement et toute la structure s'est à peu près démantelée. Bon, heureusement, depuis 1 an ou 2, ça recommence à aller nettement mieux. Et donc, lorsque le Québec et la Californie ont créé ce premier marché international, c'est le premier cas où on a deux États qui ne sont pas associés dans une même structure politique, ont mis en place un marché commun du carbone. Bien, la première chose qu'on a fait, c'est de fixer un prix plancher pour se dire ce droit d'émission devra être au moins 10 $ au départ, indexé à chaque année, et maintenant ça se transige environ 23 $. Donc, c'est exactement ce que Professeur Webster, je dois vous interrompre. Je suis désolée, je dois vous interrompre parce qu'il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste vous entendre pour terminer et très rapidement sur cet été, il y a eu un rapport fédéral qui ciblait les principaux risques climatiques pour le climat, une étude qui était réalisée pour le Conseil du Trésor qui ciblait les infrastructures, les côtes, les habitants du Nord, différentes choses urgentes. Mais dans le même temps, il y a eu un sondage qui montrait que les Canadiens ne sont pas disposés à payer pour atténuer ces risques. Alors, comment sortir de cette impasse très rapidement? Peut-être, Madame Garrard, 1 minute. OK. C'est une très grande question. Je pense que si on avait toutes les réponses, on serait déjà sortis. Je pense encore une fois que la délibération, c'est vraiment le plus important. Donc, d'en parler, de pas cacher notre point de vue là-dessus, d'écouter les autres et vraiment d'essayer de comprendre pourquoi on a des points de vue différents et comment est-ce qu'on pourrait trouver un compromis. À mon avis, je pense que si c'était plus détaillé, les plans sur le climat, le monde serait peut-être plus
ça serait peut-être plus acceptable de payer pour. Accepter de payer. Oui. Professeur Webster? Et en même temps, les gens se disent pourquoi je paierais plus cher, moi. On veut tout le temps que ce soit les autres qui bougent. En économie, là, évidemment, on voit ça constamment, ce type de scénario. C'est assez classique. On appelle ça le passager clandestin. Pas moi, ce sera les autres qui vont payer. Moi, je l'aurai gratuitement. Mais je pense que ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est pas qu'on veut payer plus cher, c'est que nous sommes présentement dans une période de changement climatique. Ces changements climatiques vont engendrer des coûts qui vont être extrêmement élevés. Et ce qu'on essaye de faire, c'est mettre en place les stratégies les plus efficaces pour préserver ces écosystèmes, limiter ces impacts sociaux, mais en même temps, investir aujourd'hui pour que dans le futur, cette dépense soit nettement plus faible. Fait que ça nous oblige à avoir une espèce de vision presque intergénérationnelle qu'on n'est pas habitué de faire. Ça va nettement au-delà du cycle de 4 ans. Et donc, il faut faire comprendre aux gens que c'est pas par choix qu'on fait ça. C'est pas parce qu'on veut imposer des coûts, c'est pas parce qu'on veut mettre en place des mesures dispendieuses de transition. C'est parce que ça reste la meilleure chose à faire en termes économiques, environnementaux et sociaux, parce que si on ne fait pas ça, les conséquences économiques seront encore plus importantes. Toutes les études le démontrent. On fait un gain à investir immédiatement dans la lutte au changement climatique. Ça nous permettra d'avoir des sociétés qui, globalement, sont plus prospères. En plus de l'espèce d'obligation morale que nous avons d'assurer cette transmission d'un climat et d'une planète adéquate aux générations futures, c'est aussi des considérations bassement économiques, là, c'est une bonne chose. Et ça, les gens comprennent pas ça, évidemment, parce qu'on n'a jamais le temps de leur expliquer, et parce que ça va au-delà de leurs préoccupations, d'où le slogan classique en France, vous me parlez de la fin du monde, moi je vous parle de la fin du mois. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place ces stratégies en matière de lutte au changement climatique dans une approche la plus juste et la plus équitable possible pour prendre en compte ces besoins à court terme. J'avais dit 1 minute, hein? Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. On était en compagnie donc d'Alain Webster. Vous venez de l'entendre, le professeur titulaire au département d'économique de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, l'un des cofondateurs de la nouvelle revue Climatoscope, on va vous mettre le lien, et de Jennifer Garrard, agente scientifique et chercheuse chez Future Heart. Et là, on va mettre le lien aussi, comme ça les gens vont pouvoir découvrir ce que c'est. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission? Restez à l'écoute. Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome.